Mesdames, Messieurs, bonjour. Toute l'équipe de Zouk TV, bonjour. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir reçu sur le plateau, je dis, une enfant du pays, notre enfant, 25 ans, de retour au pays, qui va vous expliquer, qui va vous faire permettre d'écouter et comprendre qu'il y a des choses possibles et que notre jeunesse n'est pas en débandade, elle est en train de grimper. À charge pour nous de faire le nécessaire. Madame Negoti Amandine, bonsoir. Bonsoir. Vous avez la lourde charge de nous faire écouter et comprendre votre parcours. Eh bien, bonsoir Monsieur Grabin, merci de m'accueillir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Eh bien, je m'appelle Amandine Negoti, j'ai 27 ans et je suis actuellement de retour au pays depuis environ 11 mois. Je suis déléguée générale de Martinique Digital qui porte le label French Tech, que je vous expliquerai plus tard. Et je dirige également Dira Partners, qui est un cabinet de conseil entre le Sénégal et la Martinique et plus généralement l'Afrique francophone et la Martinique. Donc vous nous rapprochez alors. Voilà, mon objectif c'est de créer des ponts entre la Caraïbe et l'Afrique. Il était temps. Il était temps, oui. Alors, on peut vous dire Nagadef. Ngadef, Mangifi. Bon. Délégué général Martinique Digital. Qu'est-ce que c'est? Mamie qui entend ça, papy qui entend ça, nos voisins et voisines qui entendent ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Martinique Digital a été impulsé en 2019 par une volonté de la CTM et bien sûr a été constitué par des professionnels du numérique. Et donc, l'objectif de Martinique Digital est de favoriser la filière du numérique, donc qu'il y ait plus d'usage du numérique sur le territoire, la digitalisation de nos grands groupes, la digitalisation de nos institutions publiques et de permettre à nos entrepreneurs du numérique d'avoir plus de business. En outre de cela, depuis un peu plus d'1 an, Martinique Digital porte la French Tech. La French Tech est un dispositif créé par le ministère de l'économie qui a pour but de favoriser l'éclosion d'entreprises innovantes dites start-up. Et donc la French Tech est l'écosystème qui permet à ces entreprises d'être accompagnées, d'être financées, d'être visibles et de transformer avec des innovations les territoires. Mais il faut être uniquement dans le digital. Non. Alors, la French Tech, c'est l'innovation, pas forcément le digital. On a beaucoup d'innovations dans le monde de l'agritech, de la santé, donc ce n'est pas forcément le digital. C'est vrai qu'on voit souvent qu'avec l'innovation, il peut y avoir l'usage de la tech comme une plateforme, une application. Mais par exemple, je prends un exemple d'une start-up martiniquaise intéressante qui s'appelle World Wide Water, qui fait de la transformation d'eau de mer en eau douce pour notamment les pays émergents. Eh bien, il s'agit d'une innovation. Pourtant, on n'a pas une technologie qu'on qualifierait de numérique, mais on a une technologie, une innovation dans le processus de construction de ce dispositif de transformation d'eau. Nous prenons un exemple. À Richard Toll, c'est là où se trouve l'usine Saint-Louis. J'ai besoin de sucre, comment je fais? C'est-à-dire? L'usine de Saint-Louis produit le sucre. Ok, oui. Comment je fais d'ici de la Martinique? Comment on fait d'ici de la Martinique? C'est une bonne question. Il faudrait qu'on puisse avoir un peu plus de commerce, d'import-export entre nos territoires. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de ligne, nous n'avons pas de bateaux. La plupart des bateaux passent par le Havre, donc par la France. Donc, c'est des choses à développer, que j'aimerais beaucoup développer. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore possible et nous n'avons pas non plus assez d'entreprises qui se regroupent et qui se disent pourquoi pas consommer du sucre du Sénégal. Bon, Dieu merci, nous avons nos propres productions de sucre, mais à ce stade, on n'est pas encore assez développé en termes de logistique pour que ça puisse se faire. J'ai cité cet exemple parce qu'en Martinique, on connaît bien le sucre Saint-Louis. Ok. Sucre raffiné en boîte bleue. Bon, maintenant, c'est votre génération qui aujourd'hui devra développer ce marché. Oui. Pas seulement le sucre, enfin, le rapprochement Afrique. Caraïbes. Voilà, les Caraïbes. Oui, c'est bien à nous de le développer, c'est mon objectif. Donc, mamie qui vend ses pistaches, oui. Si elle trouve une technologie pour augmenter sa vente, oui. ou éventuellement importer son pistache, oui. Elle fait comment? Elle passe par vous? Alors, elle passe pas par nous forcément. Donc, elle m'a mis d'abord dans le domaine de la transformation agricole. Je vais plutôt rediriger Mamie vers le Parme. Mais bien sûr, si demain, elle a une innovation qui se veut être scalable, donc je vais définir scalable, donc c'est-à-dire qu'il y a une forte capacité de croissance et de toucher
une population qu'on détermine à partir de 1 million de personnes, oui, à ce moment-là, Mamie fait partie effectivement de la French Tech avec cette innovation, cette technologie qu'elle aura su apporter à sa transformation et à son système de production de cacahuètes. Elle est éligible. Oui, elle serait éligible, bien sûr. Et il faut quoi? Comment? Que faut-il qu'elle ait? Non, mais déjà, l'entreprise créée et le fait qu'on puisse analyser qu'il y a une innovation et que ce soit scalable et que ça puisse être impacté environ 1 million de personnes. Il faut qu'on puisse pouvoir analyser cela pour qu'elle puisse entrer à la French Tech. Et bien sûr, après, il y a des concours de la French Tech dans différents secteurs où elle peut être labellisée. Et là, c'est un autre processus, effectivement. Et là, ça touche quelle population? À l'heure actuelle, Oui. À l'heure actuelle, on dirait qu'on est plutôt sur une population jeune, avec des personnes qui sortent de grandes écoles ou d'écoles tout simplement. Donc entre 18 et je dirais jusqu'à 55 ans, on a des innovateurs en France et sur les territoires d'outre-mer. Ceux qui peuvent entrer dans ce process. Mais non, il n'y a pas d'âge limite. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'âge limite, bien sûr, jusqu'à 99 ans. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la population qu'on identifie se trouve entre 18 et 55 ans. Ça, c'est celui qui peut bien noter sur son clavier. Oui, aussi, mais dans toutes sortes d'innovations, même les innovations agricoles, on a ces profils-là. Et, disons, j'entendais par la population, Caraïbes, Antilles françaises et Afrique. Ça représente quand même une bonne quantité. Oui, mais alors pour la French Tech, il faut préciser que malheureusement, il y a la French Tech. Alors, on a une nouveauté, donc en Côte d'Ivoire, au Nigeria, et puis on a une communauté en Afrique du Sud. C'est tout. Donc à ce niveau-là, c'est pas encore bien développé, mais du coup, moi, mon rôle, c'est au-delà de la French Tech, qu'on puisse construire ces ponts au-delà de toute labellisation française ou européenne. Mais on sait que l'Afrique n'est pas très, très, très couverte. Alors si, l'Afrique est très bien couverte. En matière de réseau. Alors, pour le coup, effectivement, il y a une disparité entre les périphéries des capitales et les capitales. Mais en général, les capitales sont bien couvertes. Et contrairement à tout ce que l'on peut croire avoir comme pensée sur le continent, les personnes sont très outillées en outils numériques. Tout le monde a un smartphone, voire 1 à 2 smartphones pour gérer différentes choses. Il faut savoir que tout se passe par le téléphone, y compris les paiements. Donc, en termes de numérique, les capitales sont de plus en plus outillées. Il y a effectivement du travail à faire en termes de périphérie, mais là, je reviens, par exemple, il y a 1 mois, j'étais au Ghana, j'ai été très loin, j'ai été dans des endroits où il n'y avait que des villages et j'ai toujours capté la 3G au minimum. Donc je dirais que ce problème de couverture numérique tend à disparaître puisqu'il y a énormément de travail fait par les gouvernements, par les organisations internationales et les ONG pour s'assurer qu'il y ait une couverture numérique par tous. Alors ça, de toute façon, celui qui nous écoute doit pouvoir entendre et comprendre qu'il y a des possibilités. Exactement. Mais une fois le reproche, localement, il y a beaucoup de blancs. Beaucoup de en numérique. Voilà. On n'est pas couvert partout, hein. On n'est pas couvert partout, mais il y a quand même de quoi faire dans certaines villes et je dirais que ça tend à s'étendre de plus en plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur les derniers pays d'Afrique que j'ai fait, que ce soit le Sénégal, le Togo, le Bénin ou le Ghana, ou l'Égypte ou la Tunisie, il m'est rarement arrivé de ne pas avoir de réseau. Une fois que j'avais acheté la puce locale du pays. Oui, la puce, on la trouve en bordure de route facilement. Voilà, c'est ça. Et l'innovation au Sénégal, ça a été le paiement par téléphone. Exactement. Et puis, en termes, au-delà de l'innovation du paiement mobile dans le domaine de la fintech et donc de la finance et de la technologie, on a toutes les innovations, agriculture, logistique, santé, parce que tout se pense différemment de nous. Par exemple, nous, on a accès assez facilement aux médecins ou autres. C'est vrai que là-bas, l'innovation, ça passe par permettre à toutes les personnes qui vivent en zone rurale d'avoir accès à des médecins et des fois sur leur téléphone, en fait, tout simplement. Oui, tout se passe pratiquement par téléphone. Exactement. Pour qu'on puisse bien comprendre. Là, aujourd'hui, un jeune, quelqu'un a un projet, il veut se lancer, il sait qu'il peut passer par vous pour permettre cette connexion internationale et pouvoir vivre.
Oui, alors dans le cadre effectivement de DIRA Partners, moi ce que j'essaye d'impulser sur le territoire, c'est de parler aux gens de plus en plus de l'Afrique, qu'on puisse décloisonner, si je puis insister, décoloniser la vision coloniale finalement et la vision pleine de clichés qu'on a pu avoir sur l'Afrique et considérer l'Afrique comme un continent d'opportunités et un continent avec de grandes similitudes par rapport à notre peuple. Une fois là-bas, on se croirait à Fort-de-France. Hein. Alors, ça dépend des pays. Je prends le Sénégal, je prends le Mali, je prends beaucoup d'anciennes colonies. Quand on est à Saint-Louis, on est exactement à Fort-de-France. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, ça peut rappeler. Après, la culture est différente, mais c'est surtout qu'on a ce lien fort Caraïbes-Afrique qui nous suit, même dans notre façon d'être, effectivement. On n'a pas besoin de 10 mois pour entrer dans la culture. Ah non, ça, en 2 jours, ce c'est serait fait. chaleureux, c'est ça. En 2 jours, c'est fait, c'est vite fait. C'est ça, c'est ça. Et pour nous, le grand espoir, c'est de voir ce rapprochement. Oui. De voir que nous sortons de Fort-de-France pour aller à Dakar, qui est disons, le plus grand port, le plus grand aéroport. Il faut descendre à Orly, redescendre sur l'Afrique, ça dépasse totalement. 4 heures de vol, Fort-de-France-Dakar. Ouais, qu'on n'a pas pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas... Parce qu'on nous a souvent montré l'Afrique, comme à l'époque du Biafra, ça c'est autre chose, mais des petits avec des mouches dans le nez, enfin, la misère totale. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Tout à fait. Et quand on va par exemple aux Almadies, on n'a aucun complexe aux Almadies par rapport à nous. Ah non, clairement. Et ça a été facile. Qu'est-ce qui a été facile de choisir lancer cette opération, croire à ce projet. Oui, est-ce que ça a été facile ? Je dirais que c'était un chemin qui m'était destiné. Je ne sais pas si le mot destin peut avoir sa place, en tout cas pour nos auditeurs, mais c'est surtout de dire, donc, juste pour mettre un peu le contexte, quand je quitte la Martinique pour la France, donc lorsque j'ai 17 ans et que je passe mon bac, je tente de rentrer à Sciences Po Paris, et pour ce faire, il fallait faire une espèce de synthèse, et à l'époque, le sujet d'actualité était ce fameux devoir de mémoire que François Hollande avait évoqué pour le devoir de mémoire franco-algérien, et je décide de partir sur cette thèse en prenant pour centre de ma thèse nos similitudes à travers le personnage de Frantz Fanon. Donc à ce moment-là, je ne suis qu'au lycée, j'ai une très vague connaissance de l'Afrique pour ne pas dire pas du tout finalement. Donc, juste la connaissance du petit carré dans la télévision française. Exactement. Donc du coup, Frantz Fanon, découvrir finalement l'Afrique, la colonisation, les problèmes d'identité via un personnage martiniquais qui s'est installé en Afrique maghrébine. Donc c'est déjà quelque chose. Et ensuite de comprendre tout ce travail de racines une fois qu'on a commencé pendant Masque Blanc, on va au damnés de la terre, etc. Ça a été comme ça que je découvre l'Afrique. Et je dirais que depuis ce moment-là, il y a eu une attache sentimentale, une quête d'identité qui s'est faite pour moi, qui a fait que quand je suis arrivée en France, que j'ai fait des études d'arabe, donc les études d'arabe, forcément, je ne pouvais pas être plus en Afrique que ça, découvrir l'islam, etc. Ça m'a menée dans ma quête du continent pour enfin, une fois que je me suis lancée, étant proche de la diaspora africaine, ayant connu que ce soit la diaspora d'Afrique du Nord, la diaspora d'Afrique subsaharienne, d'avoir découvert les cultures, leur façon de faire du business, je me suis retrouvée, je me suis sentie adaptée, et il était pour moi normal, donc je ne peux même pas dire difficile, c'était une évidence pour moi d'ouvrir ma société au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, au départ, majoritairement, c'est une économie informelle. Effectivement, oui. Mais le modernisme, il est entré. Il est bien ancré. C'est ça, ça commence, il y a encore du travail, mais surtout ce qui m'a frappé avec le Sénégal, c'est à quel point l'écosystème, notamment entrepreneurial, tech, innovant, était en train de se développer. Il y avait de plus en plus de structures pour accueillir cela. Et le tout s'est achevé comment une fois arrivé à l'île de Gorée ? Une fois arrivé à l'île de Gorée, l'île de Gorée, mais c'est un passage que je conseille à tous les Martiniquais assez historique. Je n'ai pas réussi à ressentir l'émotion. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de l'émotion de l'île de Gorée, donc peut-être surtout celle de la maison des esclaves. Surtout celle de la maison porte de non-retour. Exactement. Donc la porte de non-retour, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je pense que moi, j'ai pas eu le bon guide. Je pense que peu de personnes ont eu l'expérience que j'ai eue de l'île de Gorée. J'ai eu un guide qui ne m'a pas
assez transmis l'émotion. J'ai eu beaucoup plus d'émotions quand je suis allée au Ghana, à Cape Coast, là où aussi il y a une porte de non-retour pour le coup. Donc oui, forcément, quand on arrive au Sénégal, au-delà même d'aller à l'île de Gorée, on sent qu'on est à la maison. Et il y a une espèce de proverbe qui dit « vous l'appelez Afrique et nous l'appelons la maison ». Donc c'est tout simplement ça, avant même l'île de Gorée. Et dans l'île de Gorée, dans la porte de non-retour, on a le sentiment d'être arraché. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est plus de 1,2 million touristes par an sur l'île de Gorée, à partir de l'esclavage. C'est vrai. Ils ne sont pas aussi esclaves que nous par rapport à l'esclavage. C'est vrai. Il serait peut-être temps de développer ce volet-là, qui a vraiment une forte économie à mettre en place. Oui, le tourisme. Donc j'appelle mes compatriotes. C'est pas mon sujet, mais j'appelle mes compatriotes qui sont déjà au Sénégal. J'ai des amis martiniquais au Sénégal, en tout cas, à développer le tourisme sur cette plateforme. Moi, je suis pour amener les Martiniquais, effectivement, dans une quête de découvrir le territoire africain, des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou autres, mais plutôt sur l'angle du business dans un premier temps, parce qu'il y a énormément de choses à construire et cela pourrait vraiment créer aussi un bel essor économique sur le territoire martiniquais. Et j'aurai d'autres amis, bien sûr, qui seront à même de faire le tourisme pur. Non, mais il y a le tourisme, mais il y a l'agroalimentaire. Ah oui, ben, pour moi, l'agroalimentaire fait partie du monde du business à développer entre nos territoires. Parce que l'agroalimentaire, par rapport à nous, il n'y a pas l'épaisseur du feuille de cigarette. Hein. C'est pratiquement, nous sommes chez nous. Oui, c'est ça. On a les mêmes ingrédients, on a tout. Exactement. Simplement, on a des techniques de cuisson qui ne sont pas les mêmes. Exactement. J'espère qu'un jour, on aura la possibilité de recevoir des boîtes de conserve dans les deux sens. Ah ben, j'y travaille, j'en parle aux politiques concernés, j'en parle aux entrepreneurs concernés qui ont la capacité de remplir les avions, qui ont cette connaissance de la maîtrise logistique, des frettes, du transport en bateau. Donc oui, j'espère que ça va pouvoir se faire. La seule chose que je connais avant, finalement ça s'estompe petit à petit, c'est ce complexe de supériorité qu'on nous a imposé, à croire que quand nous sommes là-bas, en Afrique ou ailleurs, nous sommes supérieurs. Et ça, il faut faire très attention. Ah oui. Nous avons beaucoup à apprendre. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est ce que je dis souvent, parce que effectivement, avant que je parte sur le continent, il y avait beaucoup, en tout cas à Paris, dans la diaspora africaine, ce côté, le retour de la diaspora pour développer le continent, etc. Donc, on peut être atteint de ce fameux syndrome de supériorité. Et quand je suis arrivée, le discours que j'ai tenu en revenant, c'est en fait la diaspora va rien venir développer. On apporte peut-être autre chose, une autre vision, mais si aujourd'hui on est dans cette démarche de retour, cette démarche de développer, c'est parce que l'Afrique s'est développée par elle-même et elle n'a pas attendu qu'on revienne pour lui dire quoi faire. Donc on est juste là pour contribuer, avancer, mais pas de démarche de supériorité. C'est vraiment quelque chose aussi pour lequel je suis contre et auquel je demande aux gens de faire attention. Là, aujourd'hui, nos enfants qui sont revenus au pays sont simplement venir compléter ce que nous avons commencé. Exactement. Quelle a été votre première impression à votre descente d'avion face à cette situation? En Martinique, vous voulez dire, hein? Martinique. C'est un vrai sujet. Le retour au pays, pour le coup, j'ai été très bien accueillie. J'ai été récompensée par l'association Aléviri d'être le meilleur retour au pays par ailleurs. J'ai vraiment eu un bon accueil. Maintenant, il existe plusieurs choses que j'analyse et on n'a jamais la science infuse de se dire est-ce qu'on a la bonne analyse quand on est de retour au pays. Il y a des choses qu'on attend, on peut être déçu et donc je m'attendais à des esprits très novateurs. Je dirais que j'en ai trouvé moins. J'ai trouvé aussi, bien qu'on a beaucoup d'avantages, mais en tout cas, si le retour au pays devait se concentrer sur tout ce que nous devons faire encore, nous avons du travail concernant nos peurs. Ces peurs que je considère héréditées de notre société, de notre histoire en passé, cette histoire assez douloureuse, des peurs, des problèmes de comportement, de leadership. On manque cruellement de leadership sur le territoire. C'est un des sujets qui me tient le plus à cœur, développer le leadership chez nos jeunes. C'est-à-dire que on sait tous qu'on a eu des éducations différentes.
On vient pas tous de familles qui ont pu nous donner la confiance en nous, le fait de nous dire qu'on pouvait arriver, le fait de nous dire que malgré nous sommes sur un petit caillou au milieu de la Caraïbe, qu'on peut faire des grandes choses à l'international. Et vraiment, c'est ce qui me manque. Ça prend de plus en plus, mais c'est un travail de longue haleine et encore plus quand vous avez mon âge, je n'ai que 27 ans, vous travaillez avec des personnes plus âgées, des personnes qui ont déjà pris des coups, des personnes qui sont déjà découragées. Et en fait, j'ai vraiment envie en tout cas, mon constat, c'est ce manque de leadership, ce manque d'optimisme que je comprends totalement après que plusieurs personnes aient essayé, mais en tout cas que notre jeunesse, ou pas forcément notre jeunesse, mais toute personne qui revient sur le territoire, qui a envie de contribuer, qui a envie de donner des idées, qu'elle puisse trouver assez de leaders qui sont chacun compétents dans leur domaine, qui constituent un écosystème pour permettre de continuer à faire rayonner la Martinique. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça mon constat. Je suis confiant. Vous êtes confiant ? Très confiant. Ben, je suis confiante aussi, mais je sais que la tâche est lourde. C'est vrai. Mais chez nous, on dit pas garder j'arrive pour babou pour téchage. Oh, ben voilà, c'est la bonne expression. Ou bien tu n'étais pas à mettre au dans l'estomac. C'est ça la bonne expression. On va y arriver, oui. Mais il faut conserver nos traditions. Exactement, je suis d'accord. Là encore, traditionnellement parlant, il y a des choses négatives que nous voyons tomber petit à petit. Et autour de nous, nous disons qu'il faut donner la chance aux jeunes. Il faut faire la place. C'est bien pour ça, sans hésitation, nous nous sommes dit, Amandine doit venir expliquer, faire écouter et comprendre pourquoi les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas là que pour recevoir 2 000 € par enfant, 3 000 € par enfant. Tout à fait. Ils sont là pour développer le pays et poursuivre le travail que nous avons fait. Ce ne sera pas une tâche facile. Non, ce ne sera pas une tâche facile. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas ça. Mais il faut y aller. Tout à fait. Si vous avez autre chose à dire, ce serait, prenons l'exemple de, il y a une formule mathématique qui veut, quand on met 10 Martiniquais plus 10 Martiniquais, ça donne 20 divisions. 20 divisions ? Oui. Waouh. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Parce que c'est une mission de rapprochement. A-t-on la possibilité de rapprocher tout le monde et dans combien de temps? En Martinique, dans combien de temps? Non, dans tout ce rayon-là. Avec l'Afrique, on voulait dire. Afrique, Caraïbes, Pacifique. ACP. Eh bien, je reviens sur mon sujet du leadership. Dans combien de temps? Alors, ça, c'est une grande question. C'est vrai qu'il serait temps que le rassemblement des Martiniquais soit égal à la division et plutôt à la cohésion et au faire ensemble et à la vision commune. Alors, je crois fortement au rôle que nos politiques ont à jouer. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 5 ans. Et même si je suis contre toutes sortes d'idéologies qui pourraient croire qu'un leader charismatique serait la clé à tout cela, je pense qu'une vision commune doit émerger du peuple ensemble en dépit de tous ces mots, parce que les mots de notre population sont aussi les premiers freins au fait que nous soyons unis. Et en dépit de tous les mots, en dépit de tous les limites psychologiques que nous pouvons avoir, arriver à créer cette vision. Donc cette vision, si on se retrouve avec assez de leaders, assez de personnes qui, dans leur domaine, dans différentes compétences, font avancer le territoire, nous allons arriver à être unis. Une fois qu'on aura ça, parce que là, malheureusement, avant de penser à l'extérieur, là, on doit être concentré sur nous-mêmes. L'extérieur nous permet de faire mieux. L'extérieur permet aux personnes d'apporter beaucoup plus de compétences, une autre vision, mais avant tout là, on doit se construire nous-mêmes pour voir comment on peut faire plus avec les autres. Parce que si les autres arrivent, si on fait plus avec la Caraïbe, si on fait plus avec l'Afrique, mais que nous-mêmes ne sommes pas prêts, nous avons des failles, nous allons continuer à être divisés pour finalement toujours ne pas réussir à avoir le leadership et à faire cohésion et à faire peuple, tout simplement. Et laisser la place aux autres. Et laisser la place aux autres. Et là, c'est pas bon. Sûrement. C'est vraiment pas ce que nous souhaitons. Exactement. Là, maintenant, il y a une autre solution aussi. Il faut que notre jeunesse parvienne à sortir de qu'on parvienne à couper ce cordon ombilical, sortir de la jupe de maman parce qu'on ne veut pas quitter la Martinique. C'est vrai, mais je trouve que notre jeunesse qu'elle explore de plus en plus.
qu'elle découvre de plus en plus et donc qu'elle a cette capacité d'apporter une vision différente à ce qui se fait sur le territoire. Et notre jeunesse est de plus en plus attachée au territoire, attachée à la développer. Et ma crainte, et c'est pour ça que je pousse un peu ce cri, pas de désespoir, mais ce cri à la population martiniquaise. De ralliement. De ralliement, mais aussi ne découragez pas, encouragez ceux qui font, encouragez ceux qui prennent le risque. En Martinique, c'est une petite île, nous avons encore cette force d'avoir des esprits pionniers et de soutenir tous les esprits pionniers qu'il peut y avoir sur le territoire. Et quel que soit le point sur la planète où on passe, il y a une Martiniquaise, un Martiniquais. Exactement. Il y avait Chiridéo en Martinique, un grand Martiniquais qui a un grand fonds d'investissement. Et il disait, on lui avait demandé quelle est l'une de ses plus grandes forces, et il disait, c'est la Martinique, parce que quand on est martiniquais, on est tellement résilient que partout où on passe, on réussit tout ce que l'on fait. Donc voilà, on a la réponse. C'est pareil sur l'Afrique, quand on passe à Kébémer ou ailleurs, il y a toujours un Martiniquais. Exactement, on est partout, à l'international. Donc l'intérêt, c'est de tirer pour avantage de tout ça. Si notre jeunesse peut venir s'installer, occuper la place, ne pas laisser cette place aux autres. Là, on a réussi. Exactement. Alors, est-ce qu'administrativement, c'est facile, c'est simple? D'aller sur le continent? Non, de revenir. Oui, bon, je dirais qu'administrativement, ce n'est pas le plus compliqué. Alors, c'est vrai que beaucoup de jeunes de ma génération alertent sur le fait de trouver un logement facilement, le prix des logements, etc., avec les salaires qui ne suivent pas. Donc je dirais qu'administrativement, on n'a pas de problème en soi. Je pense qu'on a un problème systémique par rapport à ceux qui sortent de France ou d'Europe ou d'ailleurs, qui ont pu plus facilement trouver un logement, des conditions de vie, des prix et des salaires par rapport au système martiniquais. Mais administrativement, on s'en sort, on est français, on est né ici, donc en général, tout se passe bien. Celui qui revient ici pour s'installer, le jeune qui revient, fait une demande de fonds à la CTM? Alors, à ce stade, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des structures comme l'association Aléviré qui ont maintenant des maisons de retour, donc qui permettent aux jeunes de s'installer. Après, moi, je vais donner mon exemple tout simplement. La première base, donc pour tous ceux qui ont la chance d'avoir encore leur famille sur le territoire, c'est le retour chez les parents. Et depuis chez les parents, on fait toutes ces démarches administratives pour trouver des logements, que ça soit sur Internet, que ça soit parce qu'un contact sait qu'il y a un logement qui se libère ou autre. Donc, en général, ça se passe comme ça. De toute façon, avec l'Internet, on est dans un tout petit village. Exactement. Exactement. Il suffit de taper Google, de faire recherche et puis on s'est retrouvé. Exactement. Donc voilà. Donc je dirais qu'administrativement, c'est pas très compliqué et puis que si on a le soutien des proches, on s'en sort sur le territoire. Et pour monter une opération ici ou ailleurs, là-bas, il faut beaucoup de stimulus, beaucoup de fonds. Beaucoup de fonds. Tout dépend. Alors, je dirais, je commencerai par ici. Donc, on a le même droit que la France. On a quand même un écosystème, une structure qui favorise l'entrepreneuriat. Donc, je ne parlerai pas des impôts tout de suite, même parce que les charges sont assez lourdes en entrepreneuriat. Mais je dirais que tout est facilité, notamment encore plus dans les Outre-mer. Par exemple, en Martinique, quand on crée sa structure en auto-entrepreneur, on est exonéré des impôts de 30%. Durant les 2 premières années, par exemple, on paye moins d'impôts quand on est ici. On a cette capacité d'être accompagné par le Pôle emploi, par la CCIM, par la CTM. On a tous ces dispositifs de subvention de la CTM, de l'Europe, de la France, qui nous permettent de créer des entreprises, et ce, même si on n'a pas de fonds. Et ça, c'est ce que je trouve quand même qui est intéressant en France. Il y a aussi toutes ces possibilités de concours, présenter son projet, de gagner un peu d'argent à la fin. C'est que quand même, je trouve que n'importe qui décide de s'intéresser à l'entrepreneuriat, à construire un business, avec de la volonté, avec toutes les aides qu'il y a en place, avec tous les conseillers qui sont mis à notre disposition gracieusement, nous avons la possibilité de construire une entreprise et d'avoir un apport financier avec tous ces aides. Et bien sûr, après, classiquement, une société par action simplifiée, une SAS par exemple, le capital minimum pour commencer, c'est de 1 euro à... Il n'y a pas de limite. Donc à partir de 1 euro, on peut créer une société en France, pareil pour une entreprise individuelle. Le tout donnant le temps de démarrer et le temps d'être rattrapé par la patrouille. Par la patrouille? Oui, fiscale et autres. Fiscale et autres, oui. Mais au moins, on a 2 ans.
On a 2 ans pour commencer, ce qui est déjà très bien. Et puis après, au moment où il y a plus d'impôts, c'est que techniquement, on a fait plus de chiffre d'affaires, donc on devrait s'en sortir. Normalement. C'est ça. L'autre chose, quand nous regardons les ouvriers africains, et je dis de toute l'Afrique, c'est quelque chose de phénoménal. C'est ce que j'ai vu. Hein. Vous emmenez une voiture, je prends une Mercedes, il n'y a pas de capot. Ils vont vous faire un capot. À partir de notre capot, le faire s'adapter. Ah oui, oui. C'est-à-dire que la capacité de création et de faire avec ce qu'on a même un nom pour ça un peu dans le monde de la tech, de l'entrepreneuriat, qu'on appelle l'innovation frugale. Donc, c'est-à-dire de faire avec le matériel qu'on a sous le coude et de faire bien. C'est une grande force qu'il y a en Afrique que nous n'avons pas, par exemple, et c'est quelque chose qu'il faudrait importer ici en Martinique. C'est une formation à mettre ici. Exactement. On prend un bout de bois. Exactement. En Martinique, il faut d'un rabot, il faut d'une ponceuse, tout. Eux, un éclat de bouteille, ils vous donnent le même résultat. Oui, oui. Il y a cette capacité de faire avec ce qu'on a, le savoir-faire des mains aussi, oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on récupère. Exactement. L'eau de charge pour votre jeunesse. Tout à fait, mais on est prêt à relever le défi. Pareil, c'est une réalité. Aujourd'hui, notre jeunesse féminine, c'est pas coudre. C'est pas Coudre. Coudre, c'est vrai. On ne sait pas coudre. Pas coudre. Non. J'ai vu une personne là-bas, je suis passé à 11h, sans prendre ni de centimètres, ni de décamètres, ni de... Non, rien du tout. 15h, livré. C'est du... Pas de retouche. C'est ça. En fait, Et on avait ça ici en Martinique. Oui, mais après, les systèmes d'éducation ont été différents. Donc, bon, je pense qu'il ne faut pas blâmer. Non, mais il faut constater. Il Oui, faut réformer. Voilà, on constate, on réforme, et effectivement, on a eu un autre système d'éducation qui a amené les femmes à s'ouvrir à d'autres métiers, effectivement, et d'autres savoir-faire. Même si, elle s'est pianotée sur un clavier d'ordinateur, tout ce qu'on veut. Il y a une chemise à réparer. Ouais, c'est vrai. Il y a un linge à faire pour le petit. C'est vrai que ce n'est plus de notre ressort, et c'est parce que aussi la société s'est transformée, donc société de consommation, société de service. Donc du coup, forcément, les femmes qui apprennent de nouvelles choses, qui font de nouveaux parcours. Donc par exemple, je prends mon cas, je ne sais pas réparer de boutons, je ne sais pas coudre. Donc je suis un très bon exemple. En revanche, j'ai appris une autre compétence, le commerce international, le fait de diriger des entreprises, etc. Donc, effectivement, la façon dont la société est remise au jour, c'est que je vais tout simplement déposer mes vêtements chez la personne compétente. Et on fonctionne en compétences, en échange d'argent, en échange de services. Donc, c'est peut-être dommage que les femmes ne savent plus faire la couture comme auparavant, mais c'est parce que on a évolué avec notre société. Bon Dieu, bonne jeune. Un bon Dieu. Oui. Ça attire les voisins, hein? Oui, ça attire les voisins. Bon, les femmes cuisinent encore en Martinique, mais après, c'est pas notre fonction première. Non, c'est pas spécifique à la femme. Oui, c'est vrai. Ça doit être des deux côtés. C'est ça. Malheureusement, nous constatons, c'est en régression. Ça devrait monter. Mais c'est vrai, mais après, notamment dans nos sociétés martiniquaises, il y a un recul même si on essaye de le rattraper, un recul de ce qu'on appelle du socle familial et des traditions. Donc finalement, on parle même au-delà de l'éducation du système scolaire, on est en train de parler de traditions qui auraient dû être perpétuées par ma mère, par ma grand-mère, sur l'accueil des voisins, le fait d'avoir la maison ouverte, de servir le thé, le café, que sais-je, et je ne sais pas, voilà, tout ce qu'il faut. Et puis finalement, ça se perd parce que c'est vrai qu'on est aussi une société plus peut-être européanisée, il faudrait le dire, peut-être aussi plus individualiste, et du coup nous perdons ces valeurs, et puis le temps nous oppresse même sur des îles comme la Martinique, et du coup on se retrouve à ne plus faire ces fonctions naturelles et à être happé par des fonctions, je dirais, plus matérialistes, je dirais même aussi plus visibles que ces valeurs sociales, parce que quand on est dans le paraître.
Alors oui, le paraître, mais pas que. C'est-à-dire qu'on met nos valeurs ailleurs. Nos valeurs, c'est réussir socialement probablement, c'est peut-être afficher une certaine richesse, que sais-je. Et il est vrai que quand je vais au Sénégal, par exemple, la valeur première se trouve dans votre façon d'être, en fait, dans vos valeurs humaines. Et comme ce sont des sociétés qui reposent sur la valeur humaine, sur votre crédibilité, sur quel type de personne honnête vous êtes, il est encore important de savoir coudre, d'ouvrir la maison, de faire le tchéboujen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs de la Martinique ne sont pas forcément là. Mais là encore, j'ai l'espoir, ça revient petit à petit. Oui, et ça va revenir différemment aussi. Il faudra aussi l'accepter, mais les valeurs... Non, on accepte les nouvelles technologies. Non, mais... je ne parle pas que des nouvelles technologies. Je parle de la façon dont les valeurs humaines, le fait de mettre l'humain au cœur de la société va revenir en Martinique, mais de façon différente encore de ce qu'on a pu connaître. Parce que pour remettre ces valeurs humaines au sein de la société, il y a un fort climat de confiance à instaurer dans le pays, et je pense que c'est aujourd'hui le plus difficile des combats. Je vois par exemple à Guédéouaï. Il y a beaucoup de... C'est exactement pour moi la Martinique. Chose qui m'a rajeuni. C'est en passant. Bonjour monsieur. Exactement. Ça se passe bien pour vous? Et je ne connais ni les dents d'élèves, ni la personne. C'est vrai que ça se perd. Tout le monde balayer devant sa porte. On n'attend pas sur la ville. On n'attend pas sur les services communaux. On avait ça avant, donc il faut qu'on puisse revenir à ce sens. C'est vrai. Bon, après, tant mieux qu'on ait un système bien développé qui nettoie nos rues, etc. N'empêche que, Oui. bien développé, ça fait quoi? Aujourd'hui, on a un souffleur à 4 h du matin qui est dans le quartier, il souffle, il ne balaie plus. Oui, Qui nous balance toutes les saloperies qui sont dans l'atmosphère, dans nos poumons, et on est surpris après. Je comprends. C'est un modernisme qui n'est pas acceptable. Effectivement, il faut trouver d'autres solutions. Peut-être avec l'informatique. Peut-être. Nous plaisantons, mais avec l'informatique un jour, ça se fera. Hein. C'est possible. J'ai vu dernièrement un sujet sur un petit libre-service, pas de caissière, rien du tout. Vous prenez votre article. Et ça scanne, et ça débite votre compte En bancaire. rentrant, vous scannez, et en sortant, vous êtes déjà débité. Exactement. Ça ne va pas tarder à venir. Donc, pour revenir dans l'échange, on a vu les différences technologiques. On a vu que on ne regarde pas si on a tel outil pour faire, on fait. On a vu qu'il y a un marché, un potentiel. Et ce potentiel, vous qui l'avez plus ou moins mesuré, ça vous laisse quoi? Ça me laisse quoi par rapport En termes de d'oppor- prévision, d'opportunité? Vous dites on y va, on recule, on fait quoi? On y va, c'est sûr. L'Afrique, c'est 1,3 milliard de personnes, donc un gros potentiel en termes de personnes. Et un continent qui va embêter le reste du monde. Oui, En termes de population jeune. exactement. Un fort taux de natalité, un continent riche en ressources, un continent où il y a beaucoup de ressources mises à disposition de la part des organisations internationales, des ONG, une jeunesse brillante, une jeunesse innovante. Donc oui, bien sûr, on y va pour faire des affaires, on y va pour le partage de culture, on y va pour aussi faire partie de cette génération ou de cette population envieuse de redonner à l'Afrique ses lettres de noblesse, tout simplement. Une jeunesse puissante intellectuellement, Exactement. et puissante aussi manuellement. Exactement. Quand on voit dans le village des Arts, quand on voit comment on taille un petit bout de bois, ce qu'il devient après, Oui, il y a une grande compétence et une créativité sur le continent qui a toujours été reconnue. Et la diaspora africaine, en dépit de tout ce qui se dit, a toujours servi la France avec cette intelligence. En tout cas, pas que la France, tous les pays qui finalement l'ont colonisée, qui ont finalement tiré profit de cette diaspora. Et la diaspora a toujours su mettre cette créativité au service
L'Afrique a donné de grands médecins. Exactement, des grands médecins, des grands informaticiens. C'est vrai que dans le domaine des sciences et des mathématiques, l'Afrique a toujours été très forte. Pour le cas de la NASA. Sûrement, oui. Ça fait plaisir de voir que les enfants sont partis là-bas, ils sont restés. Il y a ceux qui ont ouvert des écoles sur le continent africain. Exactement. Et cette jeunesse revient aujourd'hui. C'est ça. Et à propos de formation, Oui. c'est facile ici, c'est simple. La formation? Bon, ben alors moi je ne peux témoigner que de l'école maternelle au lycée, puisque c'est là que je suis restée. Je dirais que la formation est simple. Elle est simple, l'école est gratuite, nous y avons accès, nos écoles sont entretenues, nous avons des professeurs de grande qualité. Maintenant, peut-être qu'il y aurait quelque chose à redire sur ce qui nous est appris à l'école, donc notamment peut-être, mais ça je pense à l'international, beaucoup de pays le font, mais un peu plus appuyé sur les soft skills, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup l'histoire, les mathématiques, beaucoup de théorie, on n'a pas beaucoup de pratique en enseignement français et on ne parle pas beaucoup du leadership, de la gestion financière, de tout ce qu'on pourrait apprendre qui fait partie de la vie après, mais de façon générale, l'enseignement est facilité. Et pour ce qu'il en est du cursus supérieur, universitaire, je dirais que la Martinique est de mieux en mieux outillée, on a de très bonnes prépas, je pense à celle de Bellevue. On a un beau campus, des belles infrastructures, des très bons professeurs. Le campus fait beaucoup d'efforts pour avoir notamment des liens avec des écoles à l'international. Maintenant, il y a Sciences Po Bordeaux. Et puis, là où j'incite la jeunesse à aller au-delà du système scolaire qu'on a en Martinique, on a beaucoup, après le bac, signé pour quitter 8000 km. Si on doit partir, allons commencer à créer de plus en plus de ponts avec les universités caribéennes qui sont tout aussi bien, qui ne nous dépaysent pas et qui nous permettent d'apprendre une autre langue et une autre culture, bien que similaire à la nôtre, puisque caribéenne. Mais voilà, je dirais que sinon c'est facilité. Mais le hic avec ce côté bassin européen français, nous ouvrir plus les partenariats avec les universités caribéennes. C'est là la voie. Comment? C'est là la voie. Je dirais, l'une des voies. C'est l'une des voies et ça nous changerait en fait. Ça nous changerait, ça nous enracinerait et ça ferait de nous différentes personnes en fait. Il y a un autre souvenir qui me revient. Au Grand Yoff. J'ai visité une école, l'école des tout-petits. Chaque enfant a 3 mètres carrés de terrain à cultiver et faire l'autosuffisance alimentaire. Oui, ben ça c'est génial, c'est des choses à développer chez nous, hein. L'agriculture, comment penser notre autonomie. Je dirais même au-delà des écoles, on devrait avoir des centres, et je prends l'exemple du Bénin, où il y a vraiment un système avec un bâtiment intelligent, où on pense l'éducation, la santé, le travail via la technologie, via le numérique, via les entrepreneurs, et à partir de 8 ans, les gens sont là en train de donner des idées et ce système leur donne des financements, leur donne les moyens pour mettre cela en place. Et donc oui, on doit continuer aussi en Martinique à utiliser nos cerveaux, à les préserver pour justement créer nos solutions de demain pour notre société. Votre jeunesse a un lourd travail à faire. Ah oui, clairement. Ça ne vous effraie pas? Non, en tout cas, on est là pour relever le défi, on est prêt à prendre les coups. On sait que ce sera pas facile, mais on a un rêve, on a une vision et une fois qu'on a une vision, en fait, on s'arme d'énormément de discipline et de patience pour pouvoir y arriver, tout simplement. Enfin, c'est une question de patience. Exactement. C'est exactement comme un mur, quelle que soit son épaisseur. Il suffit de laisser pousser un petit arbre. Exactement. 10, 15, 20, 30 ans après, il est à terre. Question de patience. Et bah oui, c'est Gandhi qui a fait ça que Ziri. oui, et en plus de ça, je m'adresse à notre génération. Tôt ou tard, il faut d'abord partir au boulevard des Allongés. Il faut commencer à laisser la place. Et valoriser nos jeunes. Ceux qui font des bêtises, il faut les ramener sur le rail. Il y en a quelques-uns qui carburateur desserré. Ils ont la gâchette facile, mais c'est par rapport à ça. Les écrans. Jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo. Mais jeux vidéo, on clique, il revient. Mais celui qui a reçu la balle, il ne revient pas. Donc il faut qu'on puisse rééduquer, comprendre tout cela. C'est pourquoi je vous dis que vous avez non seulement le travail de faire ce qu'il vaut pour votre survie,
mais pour effacer ce que nous n'avons pas pu mettre en place, C'est vrai. ou ce que nous n'avons pas réussi. Double peine. Double. Confiante. Moi, je suis confiante, je suis confiante, je suis pleine d'espoir. J'ai envie de faire, je suis revenue pour faire, je suis venue pour, au-delà de faire, d'accomplir et surtout d'obtenir du résultat. Et on est beaucoup à penser en mode action-résultat. Et le deuxième volet, le côté partenaire, c'est Général Dira. Dira, oui. Oui. Dira, alors, Dira veut dire boussole en swahili. Donc, boussole, pourquoi ? Parce que nous avons voulu être la boussole des entrepreneurs, tout simplement, notamment entre la diaspora africaine qu'il y avait en Europe et l'Afrique francophone, et maintenant aussi pour la Caraïbe. Donc, on a déjà un peu parlé de Dira, notamment comment je l'ai créé, pourquoi je suis arrivée. Et aujourd'hui, Dira a pour ambition de créer beaucoup plus de dispositifs pour faciliter aux entrepreneurs la présentation de leurs projets, la quantification de leurs projets, donc la valorisation financière de leurs projets, mais surtout les amener à la levée de fonds. C'est mon prochain combat, en tout cas, je dirais même mon combat actuel, qui est de pouvoir financer les entreprises en Martinique. En Afrique, il y a déjà de plus en plus de fonds d'investissement. En Martinique, on est encore dépendant des subventions, des prêts bancaires. Il est temps qu'on puisse avoir ce qu'on appelle le capital risque, donc des fonds d'investissement qui investissent dans des sociétés martiniquaises, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'innovation, dans la technologie, dans de nouveaux hôpitaux peut-être, de nouveaux matériaux aussi pour notre population. Et donc c'est mon prochain combat, c'est comment on finance avec d'autres moyens de financement que ceux qui existent aujourd'hui notre territoire. Et il y a un potentiel là, il y a du monde. Alors, il y a du monde, oui, tout le monde. En fait, des porteurs de projets qui cherchent à être financés par des fonds d'investissement, il y en a. Il y a un manque. En fait, le territoire est de plus en plus structuré grâce aux écosystèmes, les incubateurs qui se mettent en place, les accompagnements aussi des institutions publiques. Mais il faut qu'on puisse avoir un terrain plus large pour acculturer au fonds d'investissement. Et donc, oui, il y a de quoi faire. Il faut un porteur de projet, il faut plusieurs porteurs de projet qui soient décidés à créer des fonds d'investissement sur la Martinique. Et ça, c'est ma vision. Et d'où l'importance d'avoir aussi plus de leaders qui puissent faire tourner ces fonds d'investissement. Mon voisin, il veut se développer. Oui. Comment il fait pour vous joindre ? Il peut me joindre... Il y a une adresse, il y a... Alors oui, vous pouvez nous contacter à contact@dirapartners.com. Pas trop vite, ce ne sont pas des stylos. contact@dirapartners.com et bien sûr, on va lui répondre pour voir comment on peut l'aider sur son entreprise ou l'aider à trouver du financement. Et puis ensuite, si votre voisin veut participer à aider ces jeunes, à conseiller les futures entreprises, à donner ne serait-ce qu'une partie de ses économies en défiscalisation pour créer ce fonds d'investissement pour le territoire, eh bien oui, bien sûr, qu'il nous contacte. Celui qui a 10 francs des sous peut venir mettre au pot. Exactement, pour investir dans l'économie martiniquaise et avoir une rentabilité plus tard. C'est ça le but du fonds d'investissement. Il a un d'investissement. retour d'investissement. Oui. Donc... il y a une garantie que ce n'est pas un argent qui partira comme la main donne. Alors la garantie, comme tout investissement comporte un risque. Ça, c'est certain. Mais bien sûr, le fonds d'investissement qui va être créé sur le territoire ou que n'importe qui voudra créer a une politique d'investissement. Donc, il peut dire, bon ben voilà, je vous donne 1 000 euros, dans 3 ans, je veux revenir et je veux récupérer 3 000 euros, donc 2 000 euros de plus-value. Donc il est du devoir du fonds d'investissement de lui dire, eh bien nous allons investir votre argent dans des sociétés agricoles et dans le monde de la santé, par exemple. Ça va prendre entre 1 à 3 ans pour faire environ plus ou 10%. Donc si vous voulez 3 000 euros, peut-être revenez dans 5 ans. Si vous voulez 2 500 euros, eh bien dans 3 ans, ce sera bon, par exemple. Et cette personne, une personne âgée, oui, peut laisser ce revenu à ses héritiers. Comment ça se passe ? Oui, bah après, c'est une fois que... Donc, vous voulez dire si elle décède entre-temps et que l'argent est encore en gestion dans le fonds d'investissement. Oui, bah une fois que l'argent est généré, ces héritiers peuvent bien sûr venir demander l'argent ou une fois qu'on s'apprête à aller revoir cette personne, si elle n'est plus de ce monde, on cherchera tout simplement ses héritiers, bien sûr. Tout est tracé. Oui, tout est tracé. Quand vous faites un investissement dans un fonds d'investissement, dans une entreprise ou autre, vous avez ce qu'on appelle un CRFA que vous déposez aux impôts avec le nombre de parts, ce que vous avez investi. Et donc, en fonction de la valorisation, de comment ça fonctionne, vous récupérez vos parts au moment venu. Donc,
On ne jette pas l'argent par la fenêtre. Non, après, il faut espérer, bien sûr, c'est là toute la difficulté du fonds, que les personnes à la tête du fonds aient une bonne stratégie, une bonne capacité d'analyse pour être sûr que les entreprises dans lesquelles elles vont investir vont faire fructifier l'argent. Et c'est aussi le rôle, finalement, des personnes dans les fonds d'investissement, dans les cabinets de conseil, dans tout le tissu d'accompagnement, d'accompagner les entreprises à réussir à faire fructifier cet argent. Et vous avez un regard sur ces entreprises qui reçoivent les fonds? Oui, alors quand vous êtes un fonds d'investissement, l'idée justement, vous devenez actionnaire déjà de l'entreprise, donc vous siégez au board de l'entreprise, vous êtes à toutes les assemblées générales, et donc bien sûr vous avez une vision et vous pouvez conseiller les dirigeants pour leur dire donc allons faire ça, allons avancer comme ça, et surtout vous mettez à disposition de ces entrepreneurs votre réseau et vos compétences pour qu'ils puissent réussir. Par exemple, si on a quelqu'un dans l'agriculture, je ne sais pas, qui fait de la transformation de jus d'ananas, que nous on est rentré au capital avec l'argent de plusieurs personnes, notre but c'est de dire bon ben demain j'ai vu 3 supérettes qui ouvrent, c'est mon devoir aussi, même si je ne travaille pas à temps plein dans la société, d'aller voir les propriétaires de ces supérettes, de leur dire ben écoutez, j'ai investi dans une société qui fait de la transformation du jus d'ananas, donc est-ce que vous pourrez prendre attache avec eux pour en vendre leur jus d'ananas? Et nous on contribue au développement de la société, on s'assure que l'investissement aussi est sécurisé. On n'investit pas dans un panier bercé. Non, normalement, jamais. Dès que vous voulez aller dans un fonds d'investissement, on vous remet ce qu'on appelle la thèse d'investissement, qui comprend les critères d'investissement de la société. Et il faut que vous soyez en phase pour donner ou non votre argent. Après, il existe différents types de fonds qui travaillent avec les fonds des particuliers, d'autres qui travaillent avec des fonds publics. Donc, c'est aux particuliers aussi de savoir vers où ils se dirigent. Et bien sûr, il y a tous les produits bancaires, financiers qui existent déjà où les particuliers peuvent placer leur argent. Alors, une fois qu'on a cliqué sur votre adresse, c'est Dira Partners. Faut pas aller trop vite, on est pas sur l'autoroute. Dira Partners, donc DIRAPARTNERS. Oui. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez rentrer en contact avec nous, il y a un formulaire de contact. Amandine, oui. c'est avec plaisir qu'on vous a écouté. Merci on a compris que vous voulez développer, accompagner notre jeunesse, faire en sorte qu'on arrête de vous taxer de toutes sortes de noms. Ah oui, clairement. Si vous avez une conclusion à faire, ce serait quoi? Une conclusion à faire, eh bien, je dis souvent cette fameuse citation, manifester de façon incontestable et indéniable votre volonté de puissance, donc loin de moi toutes sortes de prétentions ou quoi, mais c'est pour dire à la jeunesse et à toute personne que la puissance s'exerce dans notre capacité à dire ce que nous voulons, mais surtout à dire ce que nous ne voulons pas. C'est aussi cette capacité à faire la peur, faire ses prières pour que ces prières se transforment tout simplement en courage. Et donc j'invite tout simplement la population martiniquaise à manifester cette volonté de puissance, à faire preuve de courage, à ne pas avoir peur d'initier l'esprit pionnier, et à toutes ces personnes qui se sentent armées de leadership, quel que soit leur rôle, que ce soit dans le quartier parce que le service de poubelle n'est pas bien organisé, que ce soit dans leurs écoles parce qu'ils veulent être délégués, aider les enfants, que ce soit dans leur entreprise parce que pour eux, ils ont intérêt de défendre les intérêts de leurs salariés, de défendre des visions, de défendre des grands projets, eh bien qu'ils y aillent, qu'ils s'y cantonnent et qu'ils manifestent de façon incontestable leur volonté de puissance, avec beaucoup de courage. Et surtout d'écouter pour comprendre. Exactement, tout à fait. En tout cas, merci. Merci énormément, ça nous a fait plaisir de voir, et on le dit tout le temps, on l'annonce tout le temps, nous avons de la jeunesse. Merci à vous pour cette invitation. On peut partir dans la grande prairie sans complexe. On sait que le travail que nous avons commencé sera poursuivi. Votre jeunesse sera son lourd combat à mener. C'est ça. Mais armé. Armé. Mais pas celui qui fait popo. C'est ça. Non, armé de ça. Exactement, du savoir. Ça, c'est la meilleure arme. Et puis, le bout de papier, savoir. Aujourd'hui, papier, le clavier, et on avance. C'est ça. En tout cas, merci encore. Merci à vous. Et à très bientôt.